Bonjour à tous et bienvenue. J'espère que vous allez tous bien. En tout cas, moi, je vais mieux. Je sors d'une période un peu compliquée. Ce fichu virus m'a mis à plat un petit moment, mais il n'a pas eu gain de cause. Donc, comme on dit, je reprends du poil de la bête et c'est tant mieux. Il y a une dizaine d'années, avec mes élèves de bac, on avait fabriqué cette encoignure cintrée. Et on avait fait une petite vidéo, une vidéo assez courte, et je me suis dit, tiens, ça serait pas mal que je puisse la diffuser avec des explications. Avant de vous montrer cette vidéo et de la commenter, je vais vous expliquer quelques bases élémentaires et essentielles pour pouvoir comprendre certaines petites choses. Voilà. Donc là, admettons que j'ai une porte, c'est un exemple, voilà, ma porte elle est plate. Il existe un logiciel, ou plutôt une extension de SketchUp qui va permettre de pouvoir bomber rapidement cette porte-là. Il suffit de tracer un trait le long de la porte, là c'est ce que j'ai fait ici, et de tracer un autre trait, c'est celui avec le bombé auquel je veux donner, et on utilise une petite extension qui s'appelle Shape Blender. Vous trouverez donc sur internet de nombreux tutos expliquant comment utiliser cette extension, et une fois que l'on a mis en route, voilà, on obtient la porte cintrée, et on imagine que par exemple cette porte cintrée viendrait dans une encoignure, un meuble d'angle comme ça, arrondi. Voilà. Donc c'est très pratique, ça marche très très bien pour pouvoir faire une présentation client par exemple, mais par contre pour pouvoir la réaliser à l'atelier c'est une autre histoire. Parce que si je dois réaliser la porte exactement comme elle est présentée là avec mon logiciel, eh bien je me trouve confronté à de nombreux soucis. Donc par exemple, ben là ici j'ai un pivot qui est coudé, alors que quand j'achète mon pivot il est droit, je vais pas m'amuser à faire une entaille courbe, je la fais droite et puis c'est tout. Ici, c'est une porte qui est bombée, le parement, et ici, il est sur le bombé. Donc l'intérieur, bien sûr, je vais le faire creuser, mais je n'ai pas besoin de creuser le montant. Vous voyez que là, le montant, il est creusé à l'intérieur. C'est pas utile. Là, tel que vous allez voir les réalisations faites par les jeunes dans la vidéo, ils n'accordent pas d'importance à l'intérieur. L'intérieur reste plat. Si au lieu d'avoir une porte bombée, j'aurais eu une porte creuse, donc du coup mon parement aurait été le creux, dans ce cas-là, je m'affaire à creuser le montant. Et le côté bombé, qui est à l'intérieur, ben, je ne le ferai pas. Donc pour pouvoir avoir ce petit bombé, eh bien, comme la pièce de bois ici, elle est plate au départ, eh bien, je vais laisser un petit désaffleur. On va voir ça tout à l'heure sur l'épure. Regardons au rayon X ce que ça donne. Là, vous voyez, donc là, j'avais un assemblage, un tonneau mortaise avec un renversement d'anglais. Et une fois cintré, ben, je me retrouve avec un tonneau et une mortaise qui est cintrée également, avec l'arasement qui est rayonnant. Donc c'est impossible à réaliser ça. Impossible de réaliser une mortaise cintrée, un tonneau, encore je peux le faire, mais là, pour faire la mortaise, je vois pas trop l'intérêt de perdre du temps à ce genre de choses. Pour bien comprendre comment réaliser la liaison entre les traverses montant panneaux d'une porte cintrée, je vais faire une épure. Admettons que ça ce soit... moi je dois faire un meuble, et ça c'est l'encoignure. Ici je vais mettre un pied. Le pied je vais le faire de 70 par 23. Je vais créer un groupe. Et je le déplace pour le mettre dans le coin. Et je le mets à l'angle. Voilà. Donc ça c'est le pied qui est au départ rectangulaire. Bon, on voit tout de suite qu'il va falloir que je donne un angle. Ici on a l'angle pour qu'il puisse venir s'adapter ici à l'angle, au bord, pour qu'il puisse s'adapter au bord. Le pied par rapport à la traverse, si je dois le bomber, eh bien il faut que je le déplace. Ça c'est ma section de départ, ma section capable, et une fois que la porte ou le meuble sera assemblé, eh bien on viendra bomber le montant. C'est pour cela qu'on laisse ces petits millimètres en plus. Mais il est important de connaître cette dimension-là parce que je reviens sur ma porte là. Ici, en fait, là vous voyez que la porte elle est cintrée, le montant il est cintré, là c'est à fleur, mais il faut imaginer que si la moulure ici elle est à 2 mm, et bien sur le montant ici, une fois fini j'ai 2 mm, sauf qu'avant l'affleurage j'ai pas 2 mm, j'aurai 3 mm ou 3 mm et demi. Donc il faudra moulurer en fonction
de ça. C'est pour cette raison-là qu'il est important de faire une épure pour comprendre de combien je dois décaler mon usinage pour pouvoir parvenir à ce que je souhaite. Là par exemple je vais dessiner le tenon, ainsi que la mortaise. Elle se trouve parallèle à mon parement avant d'être bombée. Donc je peux réaliser, quelle que soit la mortaiseuse, ce genre de choses, si c'est parallèle. On voit que l'arasement aussi, l'arasement de la traverse, là, je vais dessiner maintenant la traverse. Donc ça c'est la traverse qui s'assemble dans le pied, que je garde plat à l'intérieur. Et quand je vais réaliser donc ma traverse, eh bien, il est important de pouvoir faire un gabarit avec le report de cet arasement, dessiner le tenon, parce qu'on va le réaliser certainement à la scie à ruban, ou si je dois faire un gabarit à la talonneuse, eh bien, il va falloir reporter cet angle-là. Et la talonneuse ne peut me faire un tenon dont l'arasement est perpendiculaire. Donc c'est pour cette raison-là que je ne peux pas faire, si j'avais pris la décision sur mon épure, c'est d'ailleurs le réflexe que l'on a et ce que l'on fait souvent au début, et bien voilà, on dessine le montant, on le fait rayonnant, donc on a un arasement qui est rayonnant, mais c'est impossible de pouvoir réaliser un tenon avec un arasement en biais, quoi. Enfin, c'est impossible, c'est très compliqué, ça complique énormément l'affaire, et ça n'apporte rien. C'est pour cette raison-là que pour concevoir la liaison entre les montants et la traverse, eh bien on raisonne exactement comme si la traverse elle était droite, parce que les machines ne peuvent faire que des mortaises, des tenons perpendiculaires ou parallèles au parement. Voilà. Alors maintenant nous allons voir la vidéo. C'était une encoignure entièrement massive, dont la porte, le cadre et dessus étaient massifs. Sur l'épure, il a fallu tracer toutes les sections nécessaires à la réalisation de la porte. Et on voit l'étudiante qui utilise un compas que je leur fais faire. C'est des compas où il n'y a qu'une seule poupée. On voit que le crayon est juste coincé dans un trou sur un petit tasseau. Il peut y en avoir plusieurs dans l'atelier, des tasseaux de différentes longueurs. Et dans la caisse à outils, ils ont leur petite poupée qui permet de coincer avec un coin. Voilà. Et là, sur cette image, on voit le calibrage des traverses. Donc, en l'occurrence, les traverses du caisson. Et pour pouvoir le calibrer, on a utilisé la défonceuse montée sur un axe, qui permet d'avoir un gabarit bien régulier. Ce calibre-là donc a permis de tracer sur la pièce de bois la courbe. Et en l'occurrence, là, c'est la traverse basse du meuble. La cale qu'il tient dans la main gauche, c'est une cale de bois qui a été au préalablement sciée en bout à la scie à ruban. De cette manière, quand on appuie la pièce de bois contre cette cale, on obtient un sciage bien parallèle. C'est cette technique qu'on utilise aussi pour le sciage des tenons à la scie à ruban. Le trait de scie correspond à la face extérieure de la traverse. Donc le trait de scie extérieur est déjà fait. La chute de bois, on la colle derrière. De cette manière, on a suffisamment de bois maintenant pour pouvoir faire le trait de scie de l'intérieur. Après le collage, bien sûr. Ce qui fait que, avec cette technique, on obtient d'une part une pièce de bois avec fort cintre, pris dans une pièce de bois plutôt fine. Effectivement, il y a un collage, certes, mais il est très discret puisque il est dans la même couleur et dans la même orientation de veinage. Donc le joint est pratiquement invisible, et en plus de ça, on a économisé du bois. Voilà, donc là on voit le petit calibre qui va servir de traçage pour réaliser la traverse haute de la façade, qui est le même traçage que la traverse basse. Si mes souvenirs sont bons, le cadre on les avait fait entièrement à la scie à ruban racloir, alors que la porte elle avait été faite avec des montages d'usinage. Pour la traverse haute, on avait suffisamment de matière pour pouvoir le tirer d'un seul bloc. Par contre, pour la traverse basse, on avait fait un sciage à la scie à ruban. On récupère les chutes et on le recolle. Et le collage est très discret puisque c'est pris dans la même pièce de bois au même endroit. Donc le veinage, l'orientation du veinage est la même, la couleur est la même. Donc
ça reste quelque chose de très très discret. Là sur cette image, on voit le jeune qui est en train de profiler la moulure sur la traverse basse. Alors je n'ai pas d'image du chantournement et de la réalisation du tenon de cette traverse, c'est dommage, je ne devais pas avoir ma caméra sur moi ce jour-là. Mais le chantournement a été fait à la scie à ruban avec un champignon. Donc ils ont travaillé au champignon à la scie à ruban pour chantourner cette traverse. Donc cette défonceuse-là, avec une mèche pointue, permet de faire uniquement le grain d'orge. Ce grain d'orge-là va être repris après à la gouge. Pour pouvoir assembler le cadre, il va falloir faire les chevilles. Et donc là, ils ont fait les chevilles avec un petit montage à la scie à ruban. Le bois récupéré pour pouvoir faire les chevilles doit être bien dans le fil. Et cette cale nous permet de faire des chevilles plus étroites d'un côté que de l'autre. Voilà, donc là on voit plus en détail le montage. Donc ici il y a une encoche qui est faite. À cet endroit-là, on met 7 mm. Là il y a l'encoche qui correspond à la longueur de la cheville. En général, j'ai fait de 7 cm dans mes chevilles. Et ici, il y a 9 mm, ce qui fait qu'à peu près au milieu, nous avons 8 mm. La pièce de bois vient se mettre en appui sur cette surface-là, sur ces deux surfaces-là, et la scie à ruban vient calibrer la cheville. Donc on a une cheville qui est plus étroite sur le bout, et ça va nous faciliter la pénétration lors du chevillage. Donc là on voit sur le caisson qui commence déjà à être monté, j'avais fait une conception très simple sur les côtés, hein, c'est un simple contreplaqué, replaqué, qui était assemblé devant et derrière avec une languette bâtarde. Là, le cadre est déjà chevillé, celui-là, le cadre est déjà chevillé. Pour pouvoir faire le chevillage du cadre, donc il y a d'abord le perçage des montants qui est fait. On fait un montage à blanc, de manière à pouvoir venir marquer le tenon à travers ces trous. Après on démonte. Après avoir démonté, donc on fait toutes les opérations de ponçage avant montage. Et on perce le tenon, mais pas dans la marque, en le décalant légèrement. C'est-à-dire que ici, entre ce trou-là et celui-là, on a 8 mm. Eh bien, je vais mettre moins de 8 mm, ce qui fait que la cheville, quand elle va rentrer, elle va serrer l'assemblage. On appelle ça le chevillage à tir. Et donc, tout ce meuble-là a été entièrement chevillé avec un chevillage à tir sans colle. Et pour que le serrage soit bien dans l'axe, eh bien on fait cette cale. Cette cale-là, donc, elle a été placée avec le serre-joint rouge pour pouvoir installer les deux serre-joints bleus. Une fois que les deux serre-joints bleus sont serrés, le serre-joint rouge ne sert plus à rien, quoi. Cette cale-là, elle ne bouge plus. Les chevilles sont légèrement décalées, environ la moitié de la largeur d'une cheville. Et là, pour éviter que ça n'éclate derrière, il avait mis une cale. Ah oui, il avait mis une cale de bois derrière pour éviter que la cheville ne vienne éclater le montant. On voit aussi qu'il y a une petite pièce de bois qui dépasse ici, là. On la voit là aussi. En fait, le montant, il est rainuré derrière. Comme je vais serrer sur ce champ-là, pour éviter que ça ne casse, eh bien, on vient boucher la rainure avec une petite cale de bois. La cheville, après, elle est sciée et affleurée. En train de faire le raccord de la moulure du pied. Là maintenant, si je vois un jeune qui tape comme ça sur l'outil, je la dispute.
Je veux plus voir de main qui tape sur les outils. J'ai encore un collègue qui n'a pas pu faire sa rentrée parce qu'il s'est fait opérer de la main, donc il faut vraiment faire attention, il ne faut plus taper sur les outils avec les mains, il faut prendre des marteaux. Voilà, donc là ici on voit l'affleurage, c'est-à-dire que le cadre il a été assemblé et le montant est en désaffleur, il y a un désaffleur de 1,5 mm, comme on a pu le voir sur la vidéo au début. On avait vu sur les purs qu'il y a un petit désaffleur. Maintenant ces désaffleurs-là, il faut l'enlever, il faut créer le bombé sur le montant. Donc c'est ce qu'il est en train de faire. Bon, je crois que ce jour-là il avait mis un peu trop de fer, il aurait pu régler le fer un peu plus fin. Voilà, donc là c'est le profilage du pied arrière. C'est le pied arrière qui reçoit de chaque côté le panneau de contreplaqué avec une rainure arrêtée. Pour ce qui est de la porte, on a un panneau qui est cintré. Donc là, pour pouvoir cintrer le panneau, la technique utilisée est la suivante. Sur le dessus, il y a une serpillière qui est là uniquement pour pouvoir retenir l'humidité, pour que ça reste bien mouillé. Donc du coup, le bois il va gonfler. Et on voit que le panneau, lui, il est complètement fini. C'est-à-dire qu'il est calibré, il est chantourné, profilé avec la plate-bande et poncé. Et dessous, sous le panneau, ce que l'on voit ici, c'est un décapeur thermique. Le décapeur thermique apporte de la chaleur et vient déshydrater le panneau par le dessous. Ce qui fait que le panneau, petit à petit, va bomber. Là, il commence déjà un tout petit peu à bomber. Au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, le panneau il devient complètement bombé, suffisamment bombé pour pouvoir satisfaire notre montage. Alors, cette technique-là, elle a des limites, parce que plus le panneau est fin, plus ce sera facile de le cintrer. S'il est un peu épais, pour peu qu'il y ait un peu de sculpture, eh bien, on va être limité dans la mise en forme. Ça a ses limites, parce que moi, il m'est déjà arrivé de faire une armoire où j'avais voulu faire les panneaux comme ça cintrés. J'étais bien content de moi parce que j'avais réussi à donner le cintre nécessaire. Et puis en séchant, le panneau, il a cassé, il a claqué. Donc le cintre était trop important. Parfois, ça ne coûte rien d'essayer. Mais bon, du coup, j'étais obligé de le faire en panneau massif et de réaliser mon panneau. C'était un peu plus compliqué, puisque c'est quand même beaucoup plus simple de réaliser les panneaux à plat, puis de donner la forme après. La technique, cette technique-là impose aussi l'utilisation de colle irréversible. Si par exemple sur le panneau il y a des joints de collage, très bien, on va les coller, les joints, on va faire le panneau avec plusieurs joints de collage, mais par contre, on utilise une colle avec un durcisseur, parce qu'avec la chaleur qu'il va y avoir dessous, plus l'humidité, si on utilise la colle blanche, le joint va s'ouvrir. Mais au préalablement, bien sûr, la porte elle a été montée à blanc pour être prêt à emprisonner le panneau. Parce qu'une fois que le panneau est cintré, on l'emprisonne dans la porte et on le cheville. Voilà, donc là son panneau est cintré, hop, il l'a monté, il emprisonne la traverse basse, après il emprisonne la traverse haute tout de suite derrière, il met le montant et après on cheville. Le chevillage de la porte est un chevillage à tir aussi, exactement comme pour le cadre. Voilà donc la présentation de l'équipe. J'avais 10 ou 12 jeunes, je ne me souviens plus, qui ont participé à la fabrication de cette encoignure. Je garde un bon souvenir. Peut-être que cette vidéo sera l'occasion de reprendre contact avec eux, pourquoi pas. Bon, en tout cas, moi ça me ferait plaisir de savoir que sont devenus tous ces jeunes. Voilà, j'espère que il y a des petits éléments dans cette vidéo qui vous ont plu et qui vont vous servir, pourquoi pas, pour la réalisation de vos futurs projets. Merci, à bientôt.